Euh, Déjà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez autant une bonne journée que moi et que c'est autant un moment riche et inspirant pour vous, parce qu'on est quand même sur 2 jours où on doit vraiment, enfin c'est vraiment ultra stimulant. Et je suis déjà ravi et honoré d'être ici avec vous et surtout de pouvoir partager un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que j'explore depuis un petit moment, vous allez voir. Et donc je m'appelle Jonathan Lalanne, je suis product designer passionné et aussi passionné par tout ce qui est frontière mouvante entre créativité humaine et technologie générative. Donc c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui un petit questionnement sur le génératif et le maître d'apprentissage. Donc je suis un enfant des années 80, voilà, et j'ai toujours eu un rapport assez particulier et aussi un questionnement assez particulier entre les relations possibles entre les machines et les humains. Donc j'ai eu des Tamagotchi, forcément. J'ai vu 2001 l'Odyssée de l'espace avec HAL, une espèce d'intelligence artificielle qui était complètement, enfin qui peut faire peur encore aujourd'hui, et les IA peuvent vous faire peur aussi. Et j'ai bien évidemment entraîné des Pokémon, comme j'aurais pu entraîner une IA maintenant avec moi, mais c'était pas du tout dans le but de pas lui mettre de biais cognitifs ou des choses comme ça, mais c'était surtout dans l'objectif d'avoir un Dracofeu niveau 99. Et ça, c'était mes premiers rapports entre et les frontières très 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 minces en fait entre des objets, des robots comme ça dans le cinéma, dans toute la fiction. Et en fait, toutes ces questions-là m'ont fasciné et toujours interrogé. Et dans mon parcours de designer, j'ai toujours voulu m'interroger sur ces frontières hyper minces entre le réel virtuel, entre la dépendance et l'assistance que pouvaient nous donner, pouvaient créer en fait les machines et les machines et entre les humains, et aussi l'augmentation ou alors les capacités de la délégation et de la créativité. Toujours ce questionnement en fait, est-ce que je délègue la créativité à une machine ou pas? Quelle relation je peux avoir avec elle? Et tout au long de mon parcours de designer, je me suis toujours, et même de ma vie pro, l'interrogation de la place de la technologie a toujours été centrale. Même si j'étais designer, j'ai commencé par du design graphique. Et je me suis toujours dit, mais en fait, quelle est la relation que je peux avoir? Et c'est devenu assez obsessionnel. Et donc je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on avait des ordinateurs, des logiciels, pourquoi est-ce que le code était avec nous, la relation qu'on pouvait avoir, la dématérialisation. Dans notre métier, on a eu de la matière jusqu'au pixel, les interactions qu'on pouvait avoir avec les machines, la data avec Arduino, par exemple, ceux qui ont pu faire des petits do-it-yourself, et maintenant avec les IA. Et cette recherche de sens et surtout de compréhension de ce rapport-là m'a amené naturellement à pousser à explorer les origines de ça. Donc un peu, on va faire un petit peu d'historique. Surtout, quelle connexion très complexe pouvait y avoir entre la créativité et les innovations technologiques. Donc ce que ça pouvait apporter en innovation et aussi dans la créativité pour les designers et à tous les niveaux du process. Donc si on fait un petit peu de l'historique, j'ai découvert dans cette démarche-là les travaux de Frieder Nacke. C'est vraiment une découverte qui a complètement éclairé ma manière d'appréhender le génératif. Je ne parle pas d'IA pour le moment. Et en fait, c'est un mathématicien des années 30. Et dans les années 60, il s'est dit, super, j'ai une machine, je vais faire un algo et je vais lui faire dessiner des trucs. Moi, je trouve ça génial. Donc, il a appelé ça l'expression algorithmique. Et il a toujours généré par ordinateur. Donc, son médium, en fait, c'était l'ordinateur et les codes. Et toujours avec une approche théorique de se dire, ok, super, j'utilise un ordinateur, j'utilise des codes, mais par contre, je prends du recul pour savoir en fait ce qu'il va générer, pourquoi est-ce qu'il le génère, comment est-ce que je vais lui apporter des choses, et toujours avec une perspective critique entre l'alliance homme et technologie. Donc ça, on est dans les années 60. Et beaucoup plus tard, un nom, mais vraiment, c'est vraiment un ponte du design by number, c'est un de ses livres. C'est John Maeda qui est un designer et vraiment qui est essentiel à la réflexion du génératif dans le design. Il s'est dit, en fait, comment est-ce qu'on peut faire déjà, d'une part, des expérimentations graphiques au départ, et après on va voir comment est-ce que ça a pu évoluer jusqu'à maintenant, et ensuite, surtout, ramener des fondements beaucoup plus en rapport entre la création et l'humain. Et donc il a aussi fait des créations générées par ordinateur, il a aussi joué entre l'intersection des arts, des technologies et du design, et il a commencé à amener en fait ces notions de génératif dans une vision un peu plus produit du design et non plus artistique.
Et là, on commence à rentrer un petit peu plus dans notre ère, et c'est surtout ça qui était intéressant. Et cette figure incontournable, il a surtout pris ce biais-là génératif pour pouvoir en fait augmenter sa créativité. Donc il ne l'a pas pris comme une peur qu'on pourrait avoir avec les IA maintenant, mais il a pris vraiment pour augmenter. Il a dit on va s'amuser et puis on va mettre des bases, mettre des choses en place. Donc c'est en découvrant vraiment ces génies-là, c'était en 2009-2010, que en fait, mes questionnements ont continué à naître et à tourner, voilà, des visions, des approches et des relations créatives, des approches vraiment différentes entre les hommes et les machines. Et donc du coup, j'ai pu apprendre et voir surtout un terrain de jeu infini, surtout au départ en design graphique, qui était ma base de métier. Et ensuite, je me suis dit, ces inspirations théoriques, on va peut-être essayer de les placer autre part. Et je me suis dit, je vais, pour terminer mes études et pour mon mémoire de recherche, je me suis dit, je vais prendre ce principe de génératif, c'est super, je vais faire des expériences. J'ai pris, en fait, à l'époque, c'était le double diamant, très simple, c'est une base de produits, de design thinking. J'ai dit, je vais faire des expérimentations génératives, on va dire, dans la représentation graphique. Super, c'est ce que j'avais découvert avant, ok. Assez simple. Enfin bon, on avait des logiciels qui nous permettaient, comme Processing avec quelques bouts de code pour pouvoir le faire. Et après, je me suis dit, je vais peut-être essayer de le faire dans des interfaces. Échec. Donc en fait, j'ai pas pu mettre de notion de générative dans les interfaces en 2013 parce que j'y arrivais pas et que je savais pas forcément tous les tenants et les aboutissants des interfaces, ce que ça voulait dire. Voilà, bon, c'était un test, j'ai testé. Je me suis dit, je vais le mettre en discovery. Je savais même pas ce que c'était l'UX Research, donc pour le coup, chou blanc aussi. Voilà. Mais si j'ai continué à le mettre, ces notions de génératif, j'ai continué à essayer de les tester. C'était l'objectif aussi de pousser ça à son paroxysme et de dire, en fait, là, je vais faire un atelier de génération de scénarios d'usage. J'ai voulu faire en gros un 6-to-1 ultra surdimensionné, ultra dopé. Et j'ai fait à la main, et je vous donnerai les temporalités après, comme quoi vous allez voir en 10 ans ça peut changer. En 3 semaines, j'ai fait un petit algo qui me permettait de générer 200 ou 300 scénarios d'usage. Ensuite, qui a permis de pouvoir avoir des grandes généralités, des tendances en fait en scénario. Donc tout ça à la main, hein. Donc il n'y a rien qui allait, il y avait des biais partout, mais bon, c'était pour tester. Et ensuite, ça m'a permis de voir qu'on avait des grandes tendances qui se dessinaient, surtout des signaux faibles dans des choses qu'on pouvait aller creuser, et des choses complètement absurdes, qui n'étaient pas du tout, on va dire, acceptables. Et donc du coup, c'est là où on peut faire référence à des Raymond Lewy dans le stade Maya, par exemple, pour l'acceptabilité. Et en fait, ce que je me suis surtout dit, c'est que, ok, on va jouer avec cette notion-là dans tout le process de design, et en fait, tout est arrivé tellement vite que maintenant, il y a une question fondamentale qu'on peut se poser. Ça va être, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, surtout générative, elle a fait vraiment une grosse irruption dans nos vies et on l'a pris vraiment plein de fouet, on va pas se mentir, il y en a partout, il y en a limite un peu trop. Et je me suis dit, vu que moi j'étais pas prêt à avoir en 10 ans cette accélération-là, cette révolution technologique et surtout l'accessibilité qu'on a maintenant et l'accès et la facilité à communiquer avec ça et avoir des résultats, je me suis dit, on va, comment dire, là c'est un terrain de jeu infini. Et pour le coup, je me suis demandé comment est-ce que maintenant on pouvait apprendre le design, transférer transmettre un savoir. Et la question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment la transmission du savoir-faire en design, et après on verra d'autres savoirs, va-t-elle évoluer avec l'ère du génératif. Donc c'est des IA, mais ça se trouve dans 10 ans, ça sera autre chose. On verra. Et j'aimerais qu'on voit ensemble ici les réflexions, surtout les bouleversements, les illusions, et puis aussi un côté un peu plus positif, ce qui va nous pousser à faire évoluer notre métier de designer, notre positionnement, et aussi notre relation surtout à la pratique du design. Un petit peu d'historique. La transmission, elle a été bouleversée par l'arrivée du génératif, mais ce qu'il faut savoir à la base, c'est qu'en fait, le savoir-faire, c'est souvent transmis de manière linéaire, avec un maître, un apprenti, et un savoir qui se construit sur l'expérience. Une boucle, on observe, on pratique, on échoue, on recommence avec les conseils de différentes personnes, les expériences qu'on se crée. Donc
On peut prendre par exemple au Moyen-Âge les moines copistes qui recopiaient à la main sur d'autres moines copistes, en silence. Ça c'est important. C'est bon. Et aussi dans les ateliers d'artistes, on peut le voir en fond ici, où il y avait par exemple la Renaissance italienne, où on sortait d'ateliers d'artistes comme Léonard de Vinci qui sortait de l'atelier Verrocchio à Florence, ou encore Botticelli. Et plus tard le Bauhaus. Et maintenant, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Maintenant, en fait, on va dire que ce schéma de transmission, mais en fait, il est complètement bouleversé par le génératif. On va avoir un modèle qui va être profondément remis en cause, où en fait, on va prompter, générer, évaluer et recommencer. Donc ça peut aller très très vite. Donc on peut prendre un apprenti ou même un designer junior maintenant, qui a un outil génératif. Il va pouvoir explorer, sans forcément avoir un avis d'expert, mais il va avoir des résultats techniques qui relèvent en fait de l'expertise, mais sans passer par les mêmes années de pratique. Il va pouvoir générer des dizaines et des dizaines et des dizaines de solutions abouties, viables au premier abord, évaluer et recommencer autant de fois qu'il veut. Et en fait, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que ça pouvait changer la courbe d'apprentissage avec l'arrivée du génératif. Donc l'accélération du processus d'apprentissage, il est clairement bouleversé. Hein, l'apprentissage, on va dire normal, est clairement bouleversé avec, on a une première courbe, une première zone en fait, moi j'appelle ça la zone d'accélération d'apprentissage, qui va permettre aux débutants d'obtenir des résultats autant qualitatifs qu'un expert, mais pas forcément en comprenant le fondement et les traditions du design. Donc en fait, ils vont pouvoir accélérer d'un point de vue... c'est vraiment exponentiel. Et ensuite, il y a une deuxième zone où on va dire que c'est la zone la plus critique, je pense. C'est celle du plateau de remise en question. Parce qu'il n'aura pas encore il va atteindre une limite technique des IA, donc il va commencer à jouer avec, il va avoir des résultats, mais il ne va pas avoir assez de recul, de compréhension du métier pour qu'il puisse en fait passer ce plateau. Et ce plateau-là, c'est vraiment là où il doit aller, on va dire, transcender son positionnement avec les IA et aussi apprendre tout ce qui est biais, développer sa propre voix créative avec les IA et non pas répéter en fait tout ce qui se fait à côté. On le verra un peu ensuite. Et aussi surtout pouvoir en fait passer ce cap-là et aller dans une phase beaucoup plus d'expertise profonde où là il va pouvoir vraiment expérimenter son métier et avoir une zone de capacité à utiliser les IA de manière vraiment réfléchie et responsable, à innover dans leurs capacités, dans les relations qu'il peut avoir avec elles, et aussi surtout à transmettre un savoir qui intègre non plus un savoir technique, mais surtout une vision critique des technologies qu'il va pouvoir utiliser, que ce soit celle-ci ou celle du futur ou celle passée, et surtout designer avec pleine conscience. Donc oui, le génératif est un outil qu'il va pouvoir utiliser, il faut juste voir en fait comment est-ce qu'il va accélérer dans son apprentissage. Et là en fait on va voir une transmission traditionnelle, senior-junior, c'est du temps long, transmission linéaire. Et en fait la place du senior, de celui qui va faire apprendre, en fait ça va s'effriter, s'estomper et s'effacer par les capacités de l'IA à donner de l'information beaucoup plus rapidement, à avoir des résultats beaucoup plus rapides. Et en fait, il faut juste maintenant comprendre que la transmission se fait plus que par ce modèle linéaire. Donc ça va bousculer vraiment nos repères pédagogiques et cognitifs. Et pour ça, je vous propose de s'interroger en fait sur l'apprentissage des machines, essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et contrairement à ce que suggère parfois l'expression intelligence artificielle, les systèmes, ils apprennent pas comme nous, clairement. L'IA générative, c'est surtout des analyses statistiques de modèles qui existent et la production de variations. Donc, ils font des variations. Elle imite sans comprendre et surtout, elle reproduit sans concevoir. Donc, c'est comme si elle apprenait une phrase par cœur, mais elle comprenait vraiment pas en fait, le fond de la phrase et ce que ça veut dire. Et si on lui demande, en fait, par exemple, on va prendre un schéma tout simple, si on lui demande de créer un concept de design épuré, elle va savoir statistiquement ce que c'est un design épuré dans les données, donc dans ces données d'entraînement, et on verra après où est-ce que nous, on peut se positionner en tant que designer, peut-être pour aller designer des données d'entraînement, pour aller designer des concepts d'entraînement, on peut voir où est-ce qu'on peut aller se balader en fait dans toutes ces choses-là.
Elle ne comprend pas le concept réel de design épuré comme si nous, on pouvait le comprendre. Elle n'a aucune compréhension des concepts qu'elle manipule. Et elle fait clairement que réorganiser un modèle entraîné et générer des solutions. Donc ça, après, c'est un fait. Ça se trouve, ça va évoluer. J'espère, on va voir. Ça, c'est un positionnement. Et pour le coup, en fait, les résultats qui peuvent en sortir, elle n'a pas réellement d'intention créative. On va être sur pas de sensibilité aux nuances culturelles ou émotionnelles, par exemple. Sauf, et je dis bien sauf, si on a entraîné le modèle avec ces choses-là. Mais il faut en avoir conscience. Et c'est là où en fait, il faut avoir conscience de comment ça fonctionne pour pouvoir en fait, amener ces réflexions. En fait, cette réalité, ça crée une illusion dangereuse, c'est celle de l'apprentissage sans la compréhension. En fait, on a un apprentissage traditionnel qui va on comprend le problème, on explore des solutions, on va aller les tester, on va créer avec des intentions. En fait, en design, on fait ça tous les jours. Et au final, on a un apprentissage profond de chaque étape et on peut répondre à des problématiques. En prenant on va dire, la chose dangereuse, c'est qu'en fait, on puisse avoir un apprentissage superficiel et en surface de comment est-ce qu'on fait notre métier. Et pour le coup, on est face à un risque vraiment majeur, c'est qu'un designer, il peut produire vraiment, mais sans comprendre réellement ce qu'il fait avec l'intention. Et une IA ou une machine peut générer sans apprendre. Donc en fait, c'est clairement un paradoxe. Et ce paradoxe-là, là pour le moment, on arrive encore à voir à voir où est-ce qu'on se situe, mais en fait, on pourrait avoir un énorme fossé qui pourrait se créer, avec plus les outils génératifs deviendraient performants, c'est-à-dire qu'ils pourraient répondre à beaucoup plus de besoins qu'on a, qui pourraient être beaucoup plus, où il y aurait moins de biais dans les données d'entraînement, qui pourraient avoir plus de subtilité, plus d'émotion, plus d'humain au final, plus le risque de compréhension superficielle augmenterait. C'est-à-dire que on ne comprendrait pas ce qu'elle ferait forcément dans en profondeur. Donc là, en fait, on est vraiment à un point de bascule où, mais en fait, il y a un boulevard devant nous. C'est vraiment, c'est passionnant tout ce qui arrive. Mais le pivot de l'apprentissage et de la transmission du design, c'est maintenant où en fait, c'est comment est-ce qu'on aborde ça, tout en étant, on va dire, conscient de ce qui se passe. Et l'illusion de l'apprentissage, ça amène aussi une rupture un petit peu plus sourde, un peu plus sous-entendue du rapport au réel. Parce qu'en fait, quand on utilise une IA, ou par exemple sur ChatGPT pour faire des choses, ou d'autres, mais là je vais être un peu plus généraliste là-dessus, en fait on est en rupture avec la réalité. Et si on se met, on va dire, si on est un peu flemmard, et qu'on va, on va dire, si on est un peu flemmard et qu'on va dans la facilité de se dire je vais générer des solutions avec l'IA, en fait je perds le rapport au réel. Et le rapport au réel, en fait, en UX, nous, on y est tout le temps. Qu'on soit en immersion sur le terrain, on voit des choses que le génératif ne pourrait pas voir. Et donc, en fait, ce rapport-là, la perte de rapport au réel, on va prendre des exemples très concrets. C'est toujours en fait un va-et-vient entre les idées, le réel, le réel, on vient les tester, on les repositionne. Et en fait, c'est des itérations toujours comme ça. Et après, il y a des évolutions, que ce soit dans les réels ou dans les idées. Et il y a toujours ce va-et-vient-là. Et en fait, la dématérialisation de ce lien au réel ferait que l'environnement virtuel, ça viendrait déconnecter des contraintes de terrain, par exemple, et aussi, surtout, déconnecter du savoir-faire empirique. Donc là, on va prendre un exemple concret. Si on est UX designer et qu'on travaille sur un projet d'interface de déclaration d'incident, est-ce que l'IA pourra nous générer en fait je sais pas moi, comprendre, en fait, naviguer quand on est sous pression, par exemple. Est-ce qu'un designer qui pense une application médicale pourra anticiper les gestes hésitants d'une personne âgée, d'une personne qui n'a pas l'habitude avec... Donc ça, en fait, il va falloir entraîner nos systèmes pour pouvoir, en fait, lui injecter ces informations-là. Et surtout, et je pense vraiment que l'expérience utilisateur, ça se vit sur le terrain, ça se comprend sur le terrain avec les users, et aussi face à des limites techniques, face à des imprévus, face à des émotions. Et ça, est-ce que le génératif va nous permettre de pouvoir pallier ces choses-là? On va voir, on va tester.
Et, et en fait, cette décorrélation du réel avec ce qu'on voit réellement, aussi, on peut avoir une homogénéisation des résultats. Donc ça, c'est un deuxième risque, où vous avez tous pu voir, en fait, je vais prendre une généralité, hein, c'est vous avez tous pu voir des portraits qui ont été générés par du texte, et ils vont tous se ressembler. Donc ça, en fait, ça veut dire que on va voir la polissée, c'est génial, les yeux agrandis et brillants, ça va tous nous plaire, enfin, ou moins, des proportions, enfin, tous ces standards-là, en fait, ils vont tous être mis, parce qu'en fait, on a, tout est créé pour un design qui répond à tous les critères sans aspérité, sans parti pris, sans aller chercher des choses qui sont un peu plus extrêmes dans les entraînements. Et en fait, c'est comme quand on prenait, quand on avait toutes les images de publicité qui étaient photoshopées, qui étaient sur-photoshopées. Là, en fait, on retombe dans comment dire, dans le même phénomène cyclique de manque de naturel des images, toutes ces choses-là. Et ça, en fait, c'est cette rupture avec le réel qui, pour le coup, on le voit aussi cette fracture, on le voit en UX-Writing, par exemple, ou quand il y a des choses qui sont générées par des IA, on le voit en musique aussi, parce que ce sont quand même des schémas qui sont répétitifs, et on va voir pourquoi ensuite. Et donc en fait, ce phénomène, c'est vraiment, ça réduit la diversité globale, et c'est vraiment ennuyeux, mais tellement ennuyeux, et ça, je trouve que ça enlève la singularité de chaque designer. Et pour le coup, il faudrait peut-être savoir comment est-ce qu'on transmet ces outils en réinjectant de la personnalité dedans. Donc en fait, les causes, ça va être les biais d'entraînement. Bon, ça, on l'a déjà vu, parce que les algorithmes, en fait, ils vont être entraînés sur des modèles qui apprennent sur des ensembles de données similaires. Il faudrait leur injecter en fait des données extrêmes pour aller un petit peu les personnaliser. Les techniques d'optimisation. Donc en fait, les algorithmes, ils convergent tous vers des solutions qui sont sûres et moyennées. Donc en fait, c'est la solution moyenne qui va être proposée. Il ne va pas aller chercher de signaux faibles ou alors des choses un petit peu plus avec des aspérités qui vont nous dire « Ah super, on va pouvoir aller tester là-dedans parce que ça sort un peu du lot. » Et là, c'est intéressant. La normalisation aussi, parce que tous les outils, en fait, ils vont être sur les mêmes moyennes de caractéristiques. Donc là, on s'ennuie clairement. Et aussi, tous les outils qu'on utilise, les outils grand public, ils vont être tous, ils convergent tous vers les mêmes modèles. Donc en fait, on va entraîner des modèles qui sont déjà entraînés sur des moyennes et on va juste encore plus lisser les moyennes de ces modèles-là. Et en fait, le risque, c'est qu'on se retrouve un petit peu quand même dans un univers de design, que ce soit du design graphique, des expériences et tout ça, où toutes les applis se ressemblent plus ou moins. Et le design, il risque de devenir juste une simple variation autour de modèles préétablis. Et pour le coup, on va avoir un design qui va être ennuyeux, lisse et sans saveur. Et clairement, là, c'est ce qu'on a vu. C'est ce que, par exemple, Figma, quand ils ont sorti l'année dernière leur premier test avec de l'IA générative sur les applications de météo. Et du coup, sur les applications de météo, et en fait, ils pouvaient générer 10 applications de météo qui se ressemblaient. Et pour le coup, on a un nouveau positionnement pour le designer. C'est-à-dire que moi, avec ça, je fais quoi? Je produis plus parce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment produire. Et pour le coup, hop. Donc le positionnement, ça va être de dire, le producteur de forme, il devient orchestrateur du processus. Donc c'est une mutation, on va transformer vraiment la place du designer. Et pour moi, mais on pourra en discuter après si vous voulez, et c'est vraiment un questionnement qui, en fait, qu'est-ce qu'on va devoir acquérir pour transcender en fait ce premier pas du génératif. Et moi, je propose en fait d'appeler ça un méta-designer. C'est celui qui va tracer, enfin c'est plus celui qui trace, mais c'est celui qui va maintenant piloter la génération. C'est celui qui va formuler des intentions, structurer des contraintes. Il va sélectionner et évaluer les résultats, mais toujours avec un œil critique parce qu'il a eu les fondements du design. Et en fait, il va pouvoir designer une conception et avoir un niveau plus macro, en fait. Donc, en fait, il y a des nouvelles compétences, complémentaires, différentes, et de celles traditionnelles, mais qui vont pouvoir augmenter, en fait, ça. Donc, la maîtrise du prompt engineering, la communication qu'on va avoir avec les machines. Pour le moment, ça reste du conversationnel, mais on peut imaginer d'autres choses dans le futur. On va voir ce que va nous proposer Jonathan Ive avec ChatGPT bientôt, parce qu'il les a rejoints hier.
Une pensée critique surtout sur la rapide et aiguisée, c'est-à-dire que si on a beaucoup de résultats, ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Là, il faut savoir les clusteriser, savoir dire est-ce que ça correspond ou pas. Une capacité à repérer les biais algorithmiques, ça on en a beaucoup parlé, mais ça pour le coup, moi ça m'intéresserait en fait d'aller voir ben, comment est-ce que je peux designer mes algos d'entraînement pour pouvoir, enfin mes données d'entraînement pour pouvoir en fait aller vers des choses qui soient plus intéressantes. Une culture du design solide, c'est-à-dire toujours ramener les résultats dans une histoire du design avec des, comment dire, avec ben, voir si ce qui est proposé, ça fait partie d'une histoire, d'une théorie qui a déjà été faite, de évaluer la singularité ou alors la banalité complète de ce qui est proposé. Si on l'a déjà vu, si c'est dans une tendance, je suis désolé, mais les starter packs, ça a été complètement une tendance. Et aussi, la dernière chose un petit peu plus humaine, c'est l'éthique forte derrière tout ça. Le génératif, bah, d'un point de vue écologique, il faut savoir comment ça se positionne. Il faut être conscient que bah, oui, ça prend de l'énergie et tout ça. Et aussi de savoir en fait sur quelles données c'est entraîné, à qui appartiennent les données, qui est finalement, bah, ok, j'utilise des données pour entraîner mes algos, mais pour le coup, à qui ça appartient? Est-ce qu'il y a des droits dessus? Comment est-ce que je rétribue ces droits-là? Enfin, c'est les questions que je me pose. Et pour le coup, en fait, la dernière partie, on a bientôt terminé. Le savoir-faire technique ne suffit plus. Je vous propose en fait juste de maintenant là l'IA va nous remplacer. Enfin, le génératif peut remplacer le savoir-faire technique. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera plus et qu'on n'est plus des créatifs pour en faire. Ça clairement pas, parce que moi j'adore faire du dessin, j'adore toutes ces choses-là, créer, même me mettre sur Figma, faire du pixel perfect et tout, j'adore ça. Mais aller à un niveau au-dessus ou à un niveau à côté et toujours dire bah, il faut savoir contextualiser, et ça c'est le designer qui va pouvoir le faire, savoir aussi filtrer les résultats et savoir positionner. Donc positionner par rapport à des contextes. Et donc ça ne va pas remplacer les fondamentaux du design, elles vont surtout les prolonger, et il faut voir ça surtout comme un déplacement du centre de gravité de la pratique. Donc le modèle linéaire va s'arrêter, et on va devoir naviguer entre sensibilité humaine, complexité des situations, pouvoir avoir un libre arbitre pour pouvoir dire ben voilà, cette réponse correspond à cette situation, et pour le coup, vraiment comprendre la logique des algorithmes pour pouvoir un petit peu les cheater et aller jouer avec eux. Je vous conseille d'aller voir un projet qui en fait fait tourner des algos pour cheater les algorithmes de Spotify pour pouvoir en fait rétribuer correctement les données de musique et d'entraînement par rapport aux artistes. Donc ça c'est assez intéressant cette démarche artistique là. Je suis assez friand de ce genre de choses. Et pour le coup, cette démarche là, cette évolution, ça va avoir une incidence directe sur la transmission. Donc, quelle transmission on va avoir? Ça va être plus seulement d'enseigner comment faire, comment évaluer, mais surtout évaluer, questionner, donner du sens à ce qui a été généré, et surtout générer avec du sens. Donc, avoir un pas de recul pour dire, ben, je vais demander à du génératif de faire ça, je vais l'entraîner à faire ça, et je vais surtout l'amener vers une direction où il va pouvoir savoir pourquoi il le fait. Donc on oublie le modèle linéaire maître-apprenti. Maintenant, on est dans un modèle de communication où, en fait, moi, je pense que c'est vraiment une manière hybride et collective d'échanger, que ce soit d'un humain à une IA. On peut apprendre aussi la transmission d'une IA à d'une IA. Donc je peux entraîner une IA qui va aller entraîner une IA et qui va me faire des feedbacks et des retours, et aussi avoir ce système de communication cyclique. Et une IA qui pourrait apprendre à un humain aussi, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on garde une transmission humain à humain, parce que c'est quand même important, et on est quand même là pour ça. Mais il y a un nouveau système en fait qui se crée, et cette boucle, l'humain va guider l'IA, l'IA va proposer à l'humain va évaluer et elle va donner ensuite à l'IA qui va se nourrir, et c'est un cercle sans fin, et une boucle en fait infinie qui va apprendre les interactions. Et finalement, au final, cette boucle d'apprentissage et de création d'inspiration, enfin, c'est vraiment là où on baigne dedans actuellement. Il faut vraiment le prendre avec on va dire il faut l'accueillir, il ne faut pas en avoir peur. Et du coup, il y a 10 ans, j'explorais vraiment les premières applications de génératif dans un but de chercher des nouvelles choses techniques. Et clairement, en possibilités techniques, c'était infini, c'était génial. Et maintenant, on bascule vraiment dans un autre... On n'a plus de contraintes techniques. Par exemple, moi, je veux faire mon site internet en quelques clics, je peux le faire. Je ne vais pas avoir des compétences de développeur, mais je ne veux pas apprendre en profondeur.
Moi, clairement, c'est l'apprentissage de surface. Là, moi, je l'utilise pour ça, par exemple. Et aujourd'hui, le vrai défi, c'est beaucoup moins technique, mais c'est plus humain. C'est où est-ce qu'on le place avec l'humain. C'est transmettre, voir, comprendre. Parce qu'après, techniquement, bah oui, on peut être dépassé. Il y a des gens qui le sauront toujours. Il y a des IA qui seront toujours plus fortes que d'autres, qui vont générer des choses beaucoup plus impressionnantes, beaucoup plus interactives. Mais c'est surtout savoir en fait comment est-ce qu'on le crée, dans la justesse du projet, dans la responsabilité. Et clairement, c'est là le défi pour cultiver la capacité à renouveler la pratique et la pensée du design. C'est vraiment là où moi je me pose des questions de savoir comment est-ce qu'avec tout ça, je peux dealer avec le design, tout ce qui est en train de se passer, avec ma réalité terrain du produit sur des applications métiers. Est-ce que ça je peux l'amener? Où est-ce que je peux l'amener? Est-ce que ça va être bien accueilli ou pas? Est-ce que ça doit être accueilli? Est-ce que je dois forcément l'utiliser tout le temps? Bon, ça du coup c'est à nous questionner. Et là, en fait, c'est vraiment un défi passionnant parce que on est tous ensemble, enseignants, des professionnels, des étudiants. On va amener de nouveaux designers qui vont avoir ces outils-là natifs. Et du coup, le génératif va plus être un substitut à notre expertise, mais c'est surtout un amplificateur pour penser, créer et transmettre le design. Et du coup, ensemble, il va falloir juste qu'on ouvre notre esprit critique plutôt que de nous mener vers une standardisation de la pensée du design. Et voilà pour moi. On a la chance d'avoir un temps de questions-réponses. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Je ramène le... Super. Bonjour. Alors j'ai une petite question. Est-ce que en fait on risque pas à terme plutôt d'arrêter d'évoluer, en fait dans le sens où vu que de toute façon ça prend toujours ce qui existe pour entraîner ses bases, au final on va arrêter de progresser vers des nouvelles idées, vers de nouveaux horizons pour plutôt en fait s'arrêter à une espèce de limite que l'IA va avoir, puisqu'au final c'est plus l'humain qui va créer, donc l'humain ne va plus l'IA est incapable de sortir de sa propre zone de confort. Et aussi, est-ce que du coup, on ne va pas aussi mal apprendre dans le sens où l'IA fait des erreurs et en plus de ça, est parfois incapable de reconnaître son erreur, ou alors parfois elle le reconnaît. Par exemple, c'est déjà arrivé, tiens, vas-y, génère-moi ça. Il génère quelque chose, je lui dis, ok, tu remarques pas qu'il y a un problème par rapport à ce que je t'ai demandé? Ah, si, en effet, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, donc il me dit, est-ce que tu veux que je recommence? Oui, et il me fait les mêmes erreurs. Ouais. Donc, au final, il y avait même eu un truc où j'ai lu cette semaine, il lui disait, tiens, il y a combien de fois la lettre R dans Raspberry? Il disait 2, il disait ben non, recompte. Il fait ah, tu as raison, il y en a 3. Ok, combien y a-t-il de R dans Raspberry? 2. En fait, il recommence à chaque fois les mêmes erreurs. Est-ce qu'au final, en tant qu'apprenant, on risque pas d'arriver aussi à mal apprendre? Donc au final, on va plus vite, mais on va moins bien. Et le pire, c'est qu'en plus, on va tous arriver à ce moins bien et donc à cette... C'est très bonne question et c'est exactement là où il faut faire très attention en fait maintenant parce que du coup il faut avoir conscience que l'IA peut faire des erreurs. C'est pas les propositions qui vont être faites sont pas forcément justes tout le temps. C'est pas une vérité vraie. Donc pour le coup en fait il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'on a un apprentissage. On peut avoir un apprentissage de surface comme on a pu le voir et c'est exactement ce que tu es en train de dire. Et pour le coup c'est là où la prise de recul et d'avoir un savoir-faire en design et d'avoir un savoir plus, on va dire, ancré dans l'histoire du design et tout ça va nous permettre de pouvoir dépasser ces choses-là et de le corriger. Donc, est-ce qu'un designer vraiment junior qui fait beaucoup plus confiance à ça, pour le coup, il a beaucoup plus de risques de rentrer dans ses erreurs. Mais même moi, quand j'étais junior, j'ai fait des erreurs, même s'il n'y avait pas du génératif ni rien. Et aussi, pour répondre à la première question que tu posais sur, vu qu'en fait, on repart pas de zéro, en fait, ce qui pourrait être intéressant, ça serait dans la création de pouvoir en fait proposer au génératif de lui injecter en fait des nouvelles connaissances ou des nouvelles formes pour créer et de repartir de zéro à ce moment-là, ou alors de complètement arrêter le génératif et de continuer à créer comme des designers de zéro sans forcément avoir de comment dire, il n'y a aucun souci à faire ça. Mais en fait, du coup, vu qu'elles apprennent vraiment sur des données qui sont finies et anciennes. Pour le coup, ça serait un peu marrant, je trouve, de pouvoir lui créer ces données-là, de dire moi je crée des données qui vont pouvoir de créer des nouvelles choses pour une création future. C'est un peu aller dans ce truc-là, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'était un peu ma vision du truc.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Merci Bonjour. pour l'intervention, c'était très chouette. Est-ce que l'IA peut justement apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant pour le design, comme par exemple favoriser la standardisation? Si on fait la part des choses entre l'émotion qui est portée par le designer et l'usage qui peut être porté par l'IA, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait peut-être mieux marcher. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, c'est une très bonne question et c'est très bien de pouvoir discerner en fait les deux choses parce que le designer, il va vouloir ou peut-être intégrer des notions un peu plus créatives et personnelles, on va dire, dans ce qu'il va proposer. Mais si on fait un produit, comme tu le disais très bien, mais en fait, peut-être qu'une IA va pas avoir d'émotionnel. Donc en fait, ça revient au final à dire est-ce que ça va plus être la fracture entre le réel et le virtuel, ça va être la fracture entre l'émotionnel ou pas. L'IA va répondre de manière très spontanée, voilà, tu as besoin de sortir un... Il y a des études qui sont faites, je sais pas, sur des applications médicales, ça fonctionne très bien parce que c'est pas anxiogène, c'est pas comme ça, donc là, la meilleure solution, c'est celle-ci. Mais un designer qui a vu quelque chose et qui veut intégrer ces choses-là, je sais pas, une tendance ou des choses, va pas forcément répondre de la meilleure des manières. Donc ça peut être intéressant de l'intégrer comme ça et de pouvoir jouer en fait dans le contexte où je suis, est-ce que ça doit être quelque chose qui doit être clairement millimétré, qui doit répondre à des statistiques, ou alors est-ce que par exemple si je suis dans un contexte beaucoup plus de communication avec des marques ou des choses comme ça, est-ce que là je peux amener beaucoup plus de créativité dedans et donc un peu plus d'humain? Mais c'est hyper intéressant comme de voir comment est-ce qu'on pourrait le contextualiser. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Attention. Oui. Merci pour ta présentation, c'est super intéressant. Moi, je voulais revenir sur le côté apprentissage. Je voulais savoir si tu avais exploré la notion de plaisir à guider, à apprendre à ou à apprendre de. Alors, je ne l'ai pas encore exploré. En fait, si, je suis en train de l'explorer parce que j'ai un fils qui a 2 ans et demi. Donc, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est comme si j'entraînais, en fait, on va dire, une sorte d'algo d'IA. Je lui envoie des biais, forcément, c'est humain. Et en fait, on prend du plaisir quand on voit dans la direction où on veut aller ou alors quand elle nous contredit et qu'elle nous donne à réfléchir. Et là, c'est intéressant. Mon fils le fait et l'IA aussi. Par exemple, quand tout à l'heure, tu disais que l'IA se trompait. Mais en fait, c'est peut-être aussi dans l'absurde et dans se tromper où on peut changer le fusil d'épaule un petit peu, ouvrir un peu ses chakras. Et c'est dans les premiers tests que j'avais fait pendant mon mémoire de recherche où je disais, moi, ce que je cherchais, c'était limite de l'absurde, à aller pousser à son paroxysme ça. Et c'était ça qui était intéressant, où en fait, je lui apprends des choses, il va trop loin de ce que j'avais pensé. Et là c'est intéressant, en fait, ce dialogue-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça, mais c'est un peu la manière dont je vois le... Et c'est vrai que cette notion de plaisir, pour le coup, le plaisir de la transmission, ça dépend peut-être de chaque personne. Mais moi, j'ai autant de plaisir à transmettre à quelqu'un qu'à un algo ou des choses comme ça. Après, peut-être de manière moins polie, sûrement. Parce que, bon, un peu plus direct, avec moins de forme, mais voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Je ne vois pas très bien avec l'éclairage. Signalez-vous. Ok, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Oui.